Nous sommes à Anvers, l'un des plus grands centres de transaction de diamants du monde. Entre les mains de ces capitaines d'industrie belges passe plus de la moitié de diamants exploités dans tous les pays du monde. Le passage du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi dans ce coin de négoce marque la reprise effective de la coopération économique entre la RDC et la Belgique dans les domaines de mines. La filière diamant constitue un des domaines clés de la coopération belgo-congolaise avec plus de 26 millions de carats importés de la RDC par la Belgique pendant les 4 dernières années. Une situation qui sera sans doute améliorée grâce à ce protocole d'entente signé entre les centres congolais d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et son équivalent en Belgique, le Centre mondial de diamants d'Anvers. Ce protocole, qui s'inscrit dans une perspective de coopération gagnant-gagnant, vise dans le respect de droits en vigueur de deux pays, le développement d'une relation préférentielle et entièrement transparente. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lui tient fermement aux retombées de ce partenariat. Je suis conscient que les efforts de mon gouvernement à eux seuls ne suffiront pas pour l'accroissement de la production escomptée. C'est pourquoi les portes de mon pays seront largement ouvertes à ceux qui souhaitent y venir pour investir, car nous regorgeons dans notre sous-sol aussi bien le diamant industriel que celui de joaillerie. Le développement étant un facteur important de la paix et de la sécurité, nous veillerons strictement sur la traçabilité du diamant afin d'écarter toute éventualité que ces ressources ne soient destinées aux groupes armés et autres mouvements terroristes, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de la République a rassuré à ses diamantaires anversois de sa volonté à protéger les investisseurs qui viendront et travailleront dans les normes. Une autre retombée de la reprise officielle de relations économiques entre la Belgique et la RDC, c'est ce protocole d'accord signé entre le port d'Anvers, considéré comme le premier circuit de transport maritime entre l'Europe et l'Afrique, et la Société congolaise de transport et des ports, SCTP. De ce protocole découleront plusieurs projets de modernisation des ports de Matadi et de Boma. Comme un peu partout où il est passé, le chef de l'État a signé le livret d'or avant de recevoir des symboles de reconnaissance de la part de personnalités et autorités de la ville présentes. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité une grande partie du port d'Anvers au cours d'une randonnée, question de se faire une idée sur les projets liés à la modernisation des ports. La planification de la mise en place des groupes provinciaux, groupes politiques et commissions permanentes est le sujet à l'ordre du jour de la plénière du Sénat, présidée par l'honorable Alexis Tamboumamba, président de la Chambre haute du Parlement. Auparavant, le rapporteur du Sénat, professeur Kaoumba, a fait l'appel nominal qui a permis de certifier que le quorum était atteint pour la tenue de cette plénière. Le président du Sénat s'était fait rappeler que la mise en place des organes du Sénat a pour soubassement les règlements intérieurs. Je demande au rapporteur de donner successivement lecture des articles 40 à 46 du règlement intérieur relatif aux commissions permanentes. Ensuite, des articles 57 à 65 relatifs aux groupes politiques. Enfin, des articles 66 à 71 relatifs au groupe provincial. Le rapporteur du Sénat a fait la lecture de ces différentes dispositions du règlement intérieur qui constituent la feuille de route du Sénat, question de permettre à chaque sénateur de s'en approprier. Article 41. Les commissions permanentes sont des organes techniques chargés d'examiner les questions relevant de leurs attributions. Elles sont également chargées d'examiner les prévisions budgétaires dues des ministères de leurs secteurs respectifs, conformément au manuel de procédure d'examen du projet de loi des finances annuelles et du projet de loi de reddition des comptes. Les commissions permanentes sont également chargées de suivre et d'évaluer l'exécution des lois, des recommandations, des résolutions et des politiques publiques. Le groupe politique est l'ensemble des sénateurs regroupés par affinité politique.
Le groupe politique comprend 6 sénateurs au moins. Est interdite la constitution d'un groupe politique de défense des intérêts particuliers, professionnels, locaux, claniques, tribaux ou ethniques, au contraire à la Constitution, aux lois de la République, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Le groupe provincial est un organe chargé de soulever et de traiter les questions particulières liées aux intérêts de sa province. Le groupe provincial est constitué de l'ensemble des sénateurs élus d'une même province, conformément à l'article 227, alinéa 1 de la Constitution. C'était après la lecture du compte-rendu de la séance d'ouverture de la session ordinaire du 16 septembre 2019. Le prix de la farine de maïs au Katanga a pris de l'ascenseur. Le sac de 25 kilos se négocie actuellement à 50 000 francs congolais. La délégation du Haut-Katanga, conduite par le gouverneur Jacques Kabula Katoué, invité par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, a fourni des informations concernant la réelle situation sur le terrain. En présence du ministre du Commerce et son collègue de l'Agriculture, des instructions claires ont été données pour inonder le marché de cet aliment de base. Le Premier ministre a réagi et je crois que les travaux ont commencé aujourd'hui pour que nous puissions arriver à trouver des pistes et des solutions afin que le marché soit inondé. Et en farine de maïs, c'est des solutions à court terme et sans doute on a évoqué aussi des solutions à moyen terme qui n'est pas toujours acceptable qu'on recourt chaque année à l'extérieur. Donc il y a des dispositions quant à ceux qui vont se prendre avec le ministre de l'Agriculture pour que la saison culturelle 2018-2019 soit assez productive. La multinationale Airbus, fabricant des avions, voudrait conclure un partenariat avec Congo Airways. Comment matérialiser ce projet? Quels en sont les avantages? Des questions auxquelles a répondu Jérôme Charieras, directeur commercial de vente de Airbus, département étranger, au cours de cette réunion présidée par le chef du gouvernement. Que peut faire Airbus dans le développement du Congo? Il m'a dit lui-même qu'il était impliqué dans Congo Airways, dans l'idée de Congo Airways depuis le début, ce que je savais. Et donc, oui, c'est une réalité pour lui. Je pense que la tâche du nouveau gouvernement nommé il y a quelques semaines est absolument immense. Des informations reçues, le Premier ministre a donné, en présence du ministre des Transports, sa bénédiction au staff dirigeant de la compagnie nationale pour avancer dans ce projet. Cette cérémonie s'inscrit dans la vision de la loi de 2004 relative à la nationalité congolaise, mais également les engagements pris par les chefs d'État de la région des Grands Lacs en octobre 2017 à Brazzaville, lors de l'adoption de la déclaration et le plan d'action sur l'éradication de l'apatridie dans la région des Grands Lacs. Dans son adresse, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Toubéaka-Sene, sollicite que cette loi intègre dans ses différentes articulations des normes modernes du droit de la nationalité des conventions internationales, plus particulièrement la Convention sur la réduction des cas d'apatridie. Monsieur le représentant régional, je voudrais vous rassurer que la République démocratique du Congo affirme sa volonté de mettre en place un cadre juridique complet pour la prévention, la protection et l'éradication de l'apatridie et plus particulièrement l'adhésion aux conventions des Nations Unies de 1954 sur le statut des apatrides et celle de 1961 relative à la réduction des cas d'apatridie d'ici quelques semaines et d'accélérer le dépôt des instruments de ratification à Genève. En tant que pays membre de la CIRGL, la République démocratique du Congo ne ménagera aucun effort aux côtés des autres États de la région des Grands Lacs pour éradiquer l'apatridie dans la région des Grands Lacs. Signalons toutefois que le lancement du projet de lutte contre l'apatridie en RDC poursuit 3 objectifs spécifiques. D'abord, rendre visibles les activités du projet de la lutte contre l'apatridie en RDC. Ensuite, attirer l'attention des autorités et du public sur l'existence du comité interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie. Et enfin, sensibiliser la population sur l'importance de prévenir en République démocratique du Congo.
La visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en avril dernier aux USA a offert plusieurs opportunités d'investissement à la RDC, notamment dans le secteur de l'énergie. Cette séance de travail, dirigée par le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, Eustache Moanzi Moubembe, à laquelle a pris part son collègue de la santé, le docteur Eteni Longondo, en présence du vice-ministre des ressources hydrauliques, Papi Mpunguluamba, avec l'ambassadeur des USA en RDC, Mike Hammer, a eu comme matière la prochaine visite de l'équipe gouvernementale sous la direction du chef de l'État aux USA dans le mini-État des ressources hydrauliques et électricité, confirmation de l'ambassadeur des USA en RDC. Parce que le ministère est en train d'aller aux États-Unis avec le président, je pensais que c'est une bonne opportunité de parler de la priorité de ce ministère hydroélectrique, parce que quand le président Tshisekedi allait aux États-Unis en avril, on s'est réunis avec notre secrétaire d'énergie, notre ministère d'énergie. Il y avait beaucoup d'intérêt pour promouvoir l'investissement américain dans le secteur d'énergie électrique. Journée très chargée pour le patron des ressources hydrauliques qui a également reçu en audience des investisseurs intéressés par son secteur. Il s'est agi du responsable du parc Virunga, M. Emmanuel Demerode. On travaille en collaboration avec le ministère de l'Énergie sur un grand programme de relance économique à travers l'électrification au Nord Kivu. Plus de 30 mégawatts seront installés d'ici la fin de l'année, dont 15 qui sont déjà disponibles sur la ville de Goma et 1,5 mégawatt sur le Grand Nord. On espère terminer la centrale de Lubero d'ici la fin de l'année. Même démarche pour le patron du groupe Forest, Matt David Forest. Le ministère des Ressources hydrauliques s'est dit être réceptif à toute sollicitation, et ce, pour répondre aux attentes de la population. Face au mouvement de grève auquel est confrontée la Congolaise des voies maritimes, CEVEM, l'équipe dirigeante et l'intersyndicale se sont résolus de s'en remettre aux nouvelles autorités. De prime abord, le directeur général, Christine Toussé, a brossé un tableau peu reluisant de son entreprise, mettant en relief la vétusté de l'outil de travail. Tenez, 48 ans, c'est l'âge moyen des équipements de la CEVEM. Ajoutez à cela l'impaiement de 21 mois de salaire. L'intersyndicat de la CEVEM, par la voix de son président intérimaire, Tshisoka Mukendi, attend donc des nouvelles autorités, l'achat d'une nouvelle drague, celle disponible étant vieille de 38 ans, et la paye progressive des arriérés de salaire. L'intersyndical a proposé en outre au ministre d'effectuer une descente à Boma et à Mwanda pour se rendre compte de la situation. Les ministres des Transports et Voies de Communication Didier Mazenga Mukanzu et le vice-ministre Jacques Yuma ont promis d'apporter des solutions à court, moyen et long terme à travers la commission tripartite Transvecom Portefeuille CEVEM. De quoi rassurer l'intersyndicale. Nous avons compris que leurs excellences ont compris les préoccupations des travailleurs et nous ont promis de se mettre au travail. Avec cette volonté affichée du ministre Didier Mazenga Mukanzu, les travailleurs de la CEVEM ont tout intérêt à suspendre le mouvement de grève. Lancement ce jeudi 19 septembre 2019 du nouveau projet de développement du secteur des médias en République démocratique du Congo. Ce projet de l'USAID est fondé sur leur conviction que la démocratie est effectivement le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Elle dépend des citoyens formés et informés qui connaissent leurs droits et l'exercice librement. Il est donc fondamental que les citoyens reçoivent l'information dont ils ont besoin pour leur permettre de participer pleinement dans la vie civique et politique. C'est une initiative très louable parce que nous aurons besoin demain de journalistes suffisamment formés et surtout qui aillent à la recherche de la bonne information et qui la rapportent de manière critique sans être trop partisane. Et surtout de s'adresser également au petit peuple. Notre population est en grande partie analphabète. Et donc si nous ne créons pas, nous n'imaginons pas les mécanismes qui peuvent permettre à cette population d'avoir accès à l'information, à la bonne information, nous
nous risquons de ne pas mieux nous faire comprendre. Ces projets de l'USAID pour le renforcement du secteur des médias a pour objectif de promouvoir des médias plus actifs et plus ouverts, contribuant à la consolidation des institutions plus transparentes et efficaces dans leur réponse aux besoins exprimés par les citoyens de la République démocratique du Congo. Les stratégies de ces projets, basées entre autres sur la contribution au développement des structures locales en renforçant les capacités des médias indépendants et des organisations professionnelles, ainsi que le développement des opportunités pour les femmes dans les secteurs de médias. Les États-Unis est compromis pour soutenir le président Félix Tshisekedi et son gouvernement. L'ambassade des États-Unis, à travers de notre agence de développement, USAID, aidera à la capacitation de la jeunesse, de les femmes dans la média, la presse. Ça n'est suivi quelques interventions, dont celle de la présidente de l'ICOFEM, Anangemba Maïmouna, sur les femmes et jeunes dans les médias. Ces dons de l'Université catholique de Leuven en Belgique, par le biais des professeurs Koun Defrend et Prosper Lukusa, étaient composés des équipements contenus dans 2 caisses de 290 et 75 kg. Réceptionnés par les doyens de la faculté de médecine, les professeurs Jean-Marie Kaimbe, ces matériels sont destinés pour les centres de génétique humaine de l'Université de Kinshasa dans le but de renforcer sa capacité de recherche des ADN et autres. Ce partenariat nous a permis d'ouvrir à la faculté de Kinshasa un laboratoire de génétique. Ce laboratoire de génétique pourra nous aider dans la prise en charge des maladies génétiques, mais il pourra évoluer vers l'étude de l'ADN, notamment pour l'indication de la paternité, lorsque nous aurons obtenu toutes les autorisations y afférentes, mais aussi, notamment, la police scientifique. Pour Jean-René Ngioulou, chef du département de pédiatrie des cliniques universitaires de Kinshasa, ces matériels tombent à point nommé. Comme vous le savez, l'unité de génétique fait partie du département de pédiatrie. Et je suis tellement heureux de recevoir du matériel. Et maintenant, je crois que sur le plan génétique, nous faisons des recherches ici de génétique et qui peuvent profiter, disons, que ce soit au pays et même à l'humanité. Une occasion pour les médecins directeurs des cliniques universitaires de Kinshasa de lancer un appel aux médecins de la République démocratique du Congo. Le centre de génétique existe et qu'il est à votre disposition. Ce n'est pas seulement aux médecins, mais également à la communauté, les parents. Sachez que vous n'avez plus besoin d'aller à l'extérieur du pays pour faire des analyses génétiques. Nous pouvons vous offrir ces mêmes analyses génétiques-là avec le même niveau de qualité à la faculté de médecine au centre de génétique humaine. Satisfaits de ces gestes, les bénéficiaires ont eu des mots justes pour remercier leurs bienfaiteurs. C'est devant les prestataires de soins que le professeur, les chercheurs et les experts en santé ont expliqué et retracé les processus liés à la mise sur le marché pharmaceutique congolais de Pyramax, un produit contre la malaria. Selon les études, Pyramax présente plus d'avantages que d'autres combinaisons thérapeutiques à base d'artésunate inscrites sur la liste du programme national de lutte contre les paludismes. Le gros avantage, c'est que c'est un médicament qui protège contre les réinfections, c'est-à-dire que pendant plus de 28 jours, ce médicament vous protège contre des réinfectations par le parasite, si vous êtes piqué à nouveau par un moustique. Le ministère de la Santé a de bonnes raisons pour encourager la commercialisation de ces médicaments antipaludiques. Nous avons beaucoup de médicaments piratés qui viennent n'importe où, si bien que c'est devenu difficile de soigner les gens convenablement. Maintenant, quand nous avons notre produit qui vient comme ça a été expérimenté avec des études concluantes, je crois que c'est quelque chose de très positif. Au-delà de l'appartenance de Pyramax à une firme sud-coréenne, la présence de l'ambassadeur de la Corée du Sud à cette cérémonie démontre l'implication de son pays dans les combats contre le paludisme. La Corée du Sud est très engagée pour lutter contre la malaria et d'autres maladies. Et aussi notre agence de coopération internationale, la COICA, est en train de faire un très grand travail ici sur place. Avec la disponibilité de ces produits antipaludiques dans les pharmacies de référence, c'est une valeur ajoutée dans les volets traitement du PNLT dans une zone endémique telle que la République démocratique du Congo.
Le complexe scolaire Bokeleale de la commune de Lagombe, qui depuis sa création est cité comme une référence pour les imprimés des outils pédagogiques au bénéfice des enseignants, en formation tant au niveau primaire et secondaire, veut participer à la consolidation des notions démocratiques à mettre en pratique pour une participation citoyenne des élèves à la gestion des communautés de base. L'école en est une en effet, et c'est ainsi que, pour avoir des répondants dans la gestion des élèves du complexe scolaire Bokeleale, de la première année primaire jusqu'à la 6e année secondaire, la direction de l'école a sollicité l'expertise et l'appui de la CENI en formateurs et matériel électoral en termes d'urnes, isoloirs et bulletins de vote pour la constitution des comités scolaires à tous les niveaux sous l'encadrement du personnel de cet institut scolaire. Le directeur de la communication ITIPO et les chargés de la formation pédagogique Nestor Maroy ont été chargés par la CENI à conduire cette formation suivant les différentes étapes liées au vote classique et au complexe scolaire Bokeleale. On en est pour le moment à la campagne électorale qui sera suivie dans les tout prochains jours de l'élection et de la mise en place des différents comités après le vote proprement dit qui interviendra dans les tout prochains jours. Ils servent d'interface entre les ministères du genre et les restes des ministères pour veiller à l'intégration du concept genre dans les programmes de chaque ministère. Le point focaux de l'administration, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont été reçus par la ministre d'État, ministre du genre, enfants et famille, Béatrice Lomé-Atilité, pour une réunion des prises de contact. Réunion à laquelle se sont associés la secrétaire générale au genre, Adrienne Binouani, et la vice-présidente du réseau de points focaux de l'administration. Toutes deux ont félicité la ministre d'État pour sa nomination et remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les choix judicieux. Béatrice Lomé-Atilité, de son côté, a encouragé ces piliers du genre à œuvrer dans le sens de la promotion et protection de la femme. Vous avez un rôle capital puisque c'est vous qui devrez veiller à l'intégration de l'aspect genre dans les structures, disons, dans les politiques sectorielles de vos ministères respectifs. Donc nous sommes là cet après-midi pour ça, pour faire cette connaissance, pour solliciter votre collaboration, mais aussi pour insister que l'animation genre doit nécessairement être prise en compte si nous voulons que les pays puissent avancer. Les bancs syndicales a figuré également dans l'agenda de la ministre d'État, qui est restée à l'écoute de cette délégation venue soumettre leur cahier des charges. Ceci n'est pas une rencontre comme toutes les autres. Ici, au siège du PPRD Lualaba, ce samedi 14 septembre, le parti cher à Joseph Kabila Kabange devient de plus en plus fort dans cette province. Il vient d'enregistrer l'adhésion de certains cadres influents issus d'autres partis politiques. Des centaines de militants de ce parti ont accueilli à bras ouverts ceux qui désormais seront leurs camarades. Le secrétaire exécutif provincial du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Richard Mouyège, les a présentés aux différents cadres et membres présents à cette cérémonie d'adhésion. Il a également salué le choix opéré par ces nouveaux membres du PPRD sont rassurés d'avoir fait le bon choix en adhérant à la philosophie du parti, surtout à la vision de Joseph Kabila Kabange pour ce grand Congo démocratique. J'ai trouvé que le PPRD était une grande famille. Et en analysant, j'ai trouvé que c'est un parti qui avait les capacités nécessaires pour nous accompagner dans la vision politique que nous avons. Des chants ont continué à agrémenter ces instants forts. C'est certain, les militants du PPRD Lualaba ont un moral en acier. La fidélité et la détermination les caractérisent.